Il n'est point de secret que le temps ne peut révéler. C'est un bavard qui parle sans être interrogé. Mais avant qu'il ne révèle le contenu de ces 45 minutes, fidèles téléspectateurs, je vous invite à lover un peu avec nous à travers cette musique de DKL qui nous chante « L'amour de ma vie ». Merci beaucoup à DKL et comme tous les lundis, fidèles téléspectateurs, le rendez-vous de midi, c'est 3 rubriques. Nous avons coaching numérique qui nous parle aujourd'hui du e-commerce. Nous allons également dans sa pause qui nous parle de manioc. Comment augmenter sa production de manioc? Nous aurons les réponses avec notre spécialiste qui est sur le plateau. Nous avons également, pour finir le débat, où nous aurons des artistes et également un entrepreneur qui va également donner son avis sur la question de ce débat. Fidèles téléspectateurs, tout de suite, ce que nous allons faire, c'est de passer au coaching numérique. Et comme je vous l'avais dit, aujourd'hui dans Coaching numérique, on parle du e-commerce. Oui, quel est l'impact sur le développement des PME? Nous sommes avec M. Kakpochichi Yevedo. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous vous portez? Ça va très bien. Il est ingénieur en informatique et expert du e-commerce. Oui, exactement. Également sur ce plateau, nous avons en face de vous M. Iwikoton Rodrigue. Vous êtes producteur et formateur. Exactement. Et à côté de M. Yevedo Kakpochichi, nous avons Castella Ailo, notre belle artiste qui est sur ce plateau et qui fera avec nous tout à l'heure le débat. Merci. Alors, tout de suite, fidèles téléspectateurs, entrons dans le vif du sujet, le e-commerce. Alors, M. Yevedo, dites-nous en quoi le e-commerce est devenu l'essentiel pour la croissance des PME, surtout dans le contexte africain.
Déjà, il faudrait définir d'abord le thème e-commerce pour planter le décor. Déjà, l'e-commerce, c'est le fait de pouvoir vendre un produit ou un service en ligne. Et quand on parle de en ligne, on va parler d'Internet. Donc, ça veut dire que en tant que PME, une entreprise, elle va vendre ses services ou ses produits à travers Internet à une population qui est soit locale ou soit internationale. Et là, c'est très important de le faire parce que quand on parle d'entreprise, on va parler de PME. Une entreprise, déjà, c'est une entité qui est là pour faire des profits, pour faire de l'argent, comme on peut le dire. Alors là, le e-commerce va devenir très important parce que ça va permettre à cette entreprise-là de pouvoir vendre ses produits au-delà de sa localité. Parce que si vous êtes une entreprise, c'est que vous avez un siège, vous avez un siège, voilà, un siège qui est implanté dans un quartier, dans une ville, donc une localité. Et de manière traditionnelle, quand vous vendez des produits ou des services, ce sont les personnes qui sont dans cette localité-là qui vont venir acheter vos produits. Si vous faites de l'e-commerce, alors ce sera peut-être les personnes qui sont au-delà de cette localité qui vont à travers Internet acheter vos produits et ça vous faire encore plus d'argent, plus de profit, vous augmentez votre capital, votre chiffre d'affaires, je vais dire. En termes clairs, c'est quand vous êtes au marché d'Antokpa, on vient là pour acheter. Tout le monde, il faut forcément venir là pour connaître le produit. Exactement. Mais comme vous êtes, je peux être au marché d'Antokpa et vendre des bijoux et mettre ça sur les réseaux sociaux. Exactement. Ou mettre ça sur votre site internet. Voilà, déjà, c'est le e-commerce que je fais. C'est le e-commerce que vous faites. Et là, des personnes qui ne sont pas au marché d'Antokpa, qui sont peut-être à Paracou, d'accord, ou même hors du Bénin. Ou même hors du Bénin, vont commander vos bijoux et vous allez les livrer. Voilà. Alors, comment alors le e-commerce permet d'accroître la visibilité des PME? Voilà, donc je vais reprendre l'exemple du marché d'Antokpa que vous avez dit qui symbolise vraiment la chose. Si vous avez une boutique au marché d'Antokpa, d'accord, ce sont les personnes qui vont venir au marché d'Antokpa qui vont connaître votre boutique, d'accord. Et quand vous vendez en ligne, sur votre site internet, alors ce sont des personnes qui ne connaissent même peut-être pas l'existence du marché d'Antokpa, vous voyez, qui vont prendre connaissance de votre produit, de vos services et donc de votre entreprise. Ça vous donne alors une très grande visibilité. Moi, je parle d'une visibilité mondiale quand vous vendez sur internet parce que internet c'est mondial. C'est donc une très grande visibilité au niveau de votre entreprise et alors beaucoup de personnes qui sont au-delà de votre pays, qui sont dans d'autres pays carrément, vont voir vos produits et vont passer à l'action de commander le produit sur votre site internet et l'action de payer le produit sur votre site internet. Et il y a quelque chose qui est super intéressant qu'on dit toujours, on dit pour gagner plus d'argent, il faut pouvoir encaisser de l'argent lorsque vous dormez. Et là, si vous n'encaissez pas de l'argent... prendre même en dormant. Oui, si vous n'encaissez pas de l'argent... Parce que les clients auraient déjà laissé le message. Exactement. Si vous n'encaissez pas de l'argent lorsque vous dormez, vous ne serez pas riche. Oui, mais avant d'encaisser l'argent pendant qu'on dort, il faut déjà un préalable, c'est qu'il faut un prérequis, il faut un site qui est bien installé et qui fonctionne très bien. Exactement. Alors déjà, comment créer un site et réellement être sûr que sur ce site, tout le monde viendra pour acheter? Exactement. Donc déjà, pour pouvoir faire de l'e-commerce, d'accord, il vous faut le site internet. Je vais faire une petite différence. Et il y a beaucoup de personnes qui vont confondre le e-commerce et les annonces en ligne. D'accord. Les annonces en ligne ne sont pas des e-commerce. Vous pouvez aller sur un site, faire une annonce, je vends des vêtements, d'accord. Vous ne faites pas du e-commerce. Non. Donc, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce sont des annonces. D'accord. La personne fait une annonce et dit, je vends des vêtements, contactez-moi pour acheter. Et quand vous le contactez, peut-être, il vous dit le prix et puis vous vous entendez, vous envoyez de l'argent et vous livrez. Ça, c'est pas de l'e-commerce. L'e-commerce, en réalité, il vous faut un site internet qu'on va pouvoir joindre le site à partir d'un www.votresite.com. D'accord, c'est là que ça devient du commerce. C'est là que ça commence de l'e-commerce. Et quand vous avez votre site internet, maintenant, il vous faudra le produit que vous vendez. Donc, peut-être les vêtements, dans le cas précis ici. Et maintenant, il vous faudra un processeur de paiement, c'est-à-dire que la personne qui est intéressée par votre produit va vous payer comment? La personne doit pouvoir vous payer directement sur votre site internet. Et c'est à ce niveau que vous vendez quand vous dormez. Donc, quand la personne vient sur votre site internet, peut-être vous êtes en train de dormir à minuit, lui, il vient sur le site, il voit le produit, il dit, tiens, ça m'intéresse. Il clique, le site lui demande de payer, il paye et l'argent tombe dans votre compte tranquillement. Donc, on peut acheter du manioc en ligne. Exactement, vous pouvez acheter du manioc en ligne. Donc, le lendemain, quand vous allez vous réveiller, vous allez voir la commande
telle personne a fait une commande, il a demandé à être livré dans tel pays ou dans telle ville, et vous préparez son colis, vous lui envoyez un petit message que vous avez reçu sa commande et que le produit sera à destination à tel moment. Mais il y en a qui le font déjà au Bénin? Ah oui, il y en a qui le font. Il y a plein d'entreprises qui ont des sites e-commerce. Qui font des sites e-commerce réellement, pas de l'annonce non, pas des sur annonces Internet. Sur Internet, il y a plein. Oh, il y a Madame Castella qui a une question pour vous. Oui. Moi, je suis artiste et est-ce que je peux faire ce genre de site aussi? Oui, bien sûr. En tant qu'artiste, vous pouvez avoir un site e-commerce pour promouvoir vos chansons, votre album. Et par exemple, si vous sortez un nouvel album, vous pouvez proposer l'achat de l'album ou l'écoute de l'album à partir de votre site internet. Et les personnes qui sont intéressées, qui sont vos fans, vont pouvoir payer directement sur votre site internet et écouter votre album. Et il y a une transaction qui se fait directement sur le site. Vous encaissez de l'argent et puis vos fans écoutent l'album. Je crois qu'on va faire un autre numéro sur la création de son site. Oui, donc déjà... Aussi, comment créer le site, je crois qu'on va revenir. D'accord, on va peut-être revenir là-dessus dans une autre émission. D'accord. Il le faut pour qu'on puisse montrer aux téléspectateurs comment on peut créer son site internet et comment on peut réellement mettre en valeur ce site. Animer ce site, de sorte que réellement en dormant, on puisse faire des chiffres d'affaires. Monsieur Huikoton, vous avez fait l'expérience déjà, c'est bon? Vous avez essayé une fois? Oui. En ce qui concerne la gestion de nos clients qui achètent nos produits en ligne, pas mal, mais il y a un petit truc qui est là pour les PME. Vu que le problème majeur des PME, c'est souvent manque de financement, surtout pour le début. Ça nécessite réellement des moyens. Et donc, si vous n'avez pas les moyens pour réellement promouvoir cette branche-là, qui va accroître votre chiffre d'affaires, ça ne peut pas marcher. Donc il y a côté financement qui intervient. Je pense que dans l'émission, dans les prochaines émissions, on va parler réellement de comment est-ce que vous pouvez avoir un site internet. Et là, vous allez voir qu'en réalité, il ne faut pas grand-chose. Il ne faut franchement pas grand-chose en réalité pour l'avoir. Vous pouvez commencer petitement et après agrandir comme toute activité. Et mettre même des annonceurs dessus. En réalité. Mais est-ce que sur un site de e-commerce, est-ce qu'on peut également faire des appels à subventions? Il faut forcément vendre et le site est juste pour vendre. Bon, il ne faut pas mélanger les deux choses. Vous faites un site de e-commerce, il faut directement vendre là-dessus. Et comme ça, le client qui vient, c'est que je suis venu là pour acheter quelque chose. Maintenant, si vous voulez un site pour des appels à subvention et tout ça, vous faites un site pour les dons et tout ça. Merci beaucoup, Monsieur Kakpochichi Yevedo. Avec vous, on a parlé un peu du e-commerce et des avantages que cela présente pour les PME. Je crois que dans un autre numéro, on verra mieux comment pouvoir avoir ce site internet. Alors, fidèles téléspectateurs, je crois que c'est tout pour la rubrique. Je dirais cocher numérique. Je sais que d'autres veulent également des réponses, mais ça sera dans un autre numéro pour plus approfondir le sujet. Tout de suite, ce que nous allons faire, c'est de poursuivre les émissions ici et ça sera dans Ça pousse. Dans Sa pousse, aujourd'hui, nous parlons du manioc. Oui, vous mangez beaucoup du attiéké, vous mangez du gari, mais vous ne savez pas comment il faut pour produire beaucoup de manioc. Aujourd'hui, avec notre expert sur ce plateau, nous allons voir comment passer de 15 tonnes à 45 tonnes pour un hectare. Est-ce que c'est vraiment possible au Bénin? Il nous dira avec lui-même ses propres mots, parce que moi, je ne saurais le dire. Je ne suis pas encore dans les champs. Monsieur Huikoton, comment vous vous portez? Ça va très bien, madame. Et chez vous? Ça va, pas trop stressé? Non. Vous êtes tu? Oui. D'accord. Donc, on va y aller. Comment on peut quitter 15 tonnes pour 45 tonnes? C'est possible au Bénin? Oui. Alors, pour commencer, je vais faire la part des choses. Nous faisons ce que nous faisons, c'est l'entrepreneuriat dans le domaine agricole. Nous faisons la part des choses. L'entrepreneuriat et l'agriculture de subsistance. D'accord. Celui qui est dans l'entrepreneuriat agricole, c'est comment minimiser les dépenses pour pouvoir optimiser maintenant son rendement. Et donc, si tel est le cas, il faut respecter réellement les bonnes pratiques culturelles qu'il vous faut pour avoir un bon rendement. 45 tonnes, ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est pratique. Ouais, donc on peut même avoir au-delà de 45. Ouais. Wow. Alors, quelles sont les différentes étapes pour venir à ce rendement? Merci beaucoup. Déjà, il faut prendre en compte plusieurs facteurs tels que le choix des variétés. C'est très important.
pour avoir un rendement optimal, la première des choses à faire, c'est de choisir une bonne variété. Et actuellement, quelle est la meilleure variété qu'on a? Bon, pas une seule. Nous avons par exemple la RB 89509. Nous avons Inan Premier, Inan H. Nous avons la variété Sokunontin. Nous avons également la variété Obailé qui répond, ces différentes variétés répondent très bien aux besoins. Obailé? Ouais, c'est une variété qui répond très bien aux besoins sur le marché. À part le choix de ces variétés-là maintenant, il faut prendre en compte les bonnes pratiques culturelles. Parce que tu peux avoir la bonne semence, mais si tu ne respectes pas les bonnes pratiques des itinéraires techniques de production, vous n'aurez rien. Et en fin de compte, il y a le renforcement des capacités à travers maintenant des formations et de créer au fait un réseau dans lequel vous allez appartenir pour gagner des expériences. Alors, pour arriver maintenant à 15, pour passer de 15 tonnes à 45 tonnes, la toute première, merci beaucoup, la toute première étape, c'est la sélection de son site de production. D'accord. Pour produire le manioc, bien vrai que le manioc pousse partout, n'importe où vous le mettez, la culture va pousser, mais il est idéal de prendre en compte des sols du type lumono sableux. D'accord. Des sols riches en matière organique. D'accord. Évitez surtout des sols en pente. Vous voyez, un sol bien plat, drainé, vous voyez, qui va faciliter le bon développement ou la croissance de ces tubercules-là. D'accord. Ensuite, maintenant, il faut passer à la sélection de votre bouture. Soyez sûr que la bouture que vous voulez utiliser, c'est de la qualité. Quelle est la source de la bouture? Est-ce que c'est juste dans le champ de voisin? J'ai pris ces boutures-là pour planter? Non. On doit se rendre dans les structures qui sont spécialisées dans la production des semences, du manioc, pour acheter ces boutures-là, pour être sûr de la qualité. D'accord. Et là, maintenant, on vient planter. Dans la plantation, du moins, voilà, il y a des méthodes que nous utilisons. L'ancienne pratique, on dit souvent qu'il faut planter le manioc de façon verticale ou de façon oblique. Mais ce que nous, on utilise pour optimiser notre production, c'est la méthode horizontale. On fait des poquets et on enterre les boutures complètement. On les enterre complètement? Oui. Ok, c'est pas comme avant où... Non, on enterre complètement. Ouais. Et ensuite, maintenant, il faut passer maintenant à l'entretien. Il ne faut pas laisser les mauvaises herbes pousser pour déranger la culture. Et l'écartement optimal lors de la production, c'est 1 mètre sur 1 mètre. Ce qui va faire une densité de 10 000 plants à l'hectare. D'accord, 10 000 plants à l'hectare. Ouais. Oui. Donc, il faut les nettoyer 3 saclages au moins et 4 au plus. Ça, c'est l'entretien. Oui, on sait qu'on sait l'entretien. Et à part cela, maintenant, il faut passer maintenant à la gestion des maladies et ravageurs. Ah, oui. Veillez sur votre champ de façon régulière. Si tout de suite, quand vous constatez l'apparition d'une maladie, prenez les précautions pour enlever ou pour lutter contre ce mal-là. On enlève la récolte, on supprime la récolte. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des maladies où, quand ça apparaît, ça là, il n'y a pas de remède. Par exemple, la maladie mosaïque du manioc. C'est vraiment une maladie qui mine tous les producteurs en Afrique. C'est ça qu'on a à l'écran, c'est ça? Oui, merci. Et ça n'a pas de remède, ça j'avoue. Donc, tout de suite, quand vous voyez l'apparition de ces signes dans votre champ, la première des choses à faire, c'est d'enlever et vous mettez le plant dans un sac et vous quittez hors votre champ et vous allez enterrer et brûler hors du champ. D'accord. En ce qui concerne les autres maladies, bon, quand ça apparaît, c'est très simple. Vous pouvez utiliser soit des fongicides ou bien des insecticides, voilà. Ça dépend de la méthode, ça peut être lutte biologique ou chimique. Ça dépend de ce que vous voulez. Alors, donc, on poursuit avec les étapes ensuite, après l'entretien. Merci beaucoup. Et ensuite, maintenant, on passe maintenant à la récolte. Et maintenant, en ce qui concerne la récolte, attendez réellement le bon moment pour récolter votre manioc. Comment savoir que c'est le bon moment? Voilà. Il y a des variétés à court terme ou à court cycle, voilà, qui durent généralement 9 mois à 12 mois. Donc, et des variétés... de 9 mois à 12 mois, limite. Limite, vous devez récolter. Quand ça excède ce délai, non seulement ça va agir sur la qualité des tubercules, mais aussi ça va agir également sur le rendement. D'accord. Ouais. Il y a également des variétés à un cycle long. Ça peut être au-delà de 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est à vous de voir... 2 ans? Ouais.
avant d'obtenir... Oui, de récolter. Mais aujourd'hui, ce que nous avons sur le marché, c'est des variétés améliorées, acoustiques. Déjà à 9 mois, on commence la récolte et 1 an ou plus. Donc c'est dans l'intervalle-là, vous avez fini. Et j'avoue, si vous respectez réellement ces aspects-là, le sol, la qualité des boutures, l'entretien, la durée pour la récolte. Merci beaucoup. La gestion des ravageurs et tout, vous aurez la chance d'optimiser de passer de 15 à 45 tonnes. Pour passer à 45 tonnes, on a combien sur un pied de manioc? On aura combien? Quelle quantité? Étant donné que nous avons 10 000 plants de manioc par hectare, ça veut dire qu'en moyenne, un pied de manioc va vous donner 4,5 kg comme poids. Au moins. Oui, allez-y. Moi, je veux poser la question pour savoir si c'est sans engrais, les engrais qui nous rendent la vie impossible là, et quand vous savez les choses, ça ne dure pas, ça pourrit vite. Merci beaucoup. Si vous voyez les images projetées sur l'écran, c'est rien que du bio, ça j'avoue, et je suis sincère. Et nos formés également en témoignent. Ceux que nous fournissons, ceux qui achètent nos produits en témoignent. La belle preuve, il y a des gens, des clients que nous avons où ils prenaient les produits ailleurs, mais quand ils ont testé nos produits, ils sont devenus maintenant des clients fidèles qui achètent toujours chez nous. Nos tubercules, nous pourrons les conserver pendant 2 semaines sans pourriture. Ouais, 2 semaines. Bon? Ouais. 2 semaines. Est-ce que les 2 semaines suffiront pour écouler les 45 tonnes? Est-ce qu'il y a le marché pour l'écoulement? Cette histoire de marché, franchement, chez nous, nous préconisons c'est l'entrepreneuriat, l'agro-business. D'accord. Et nous, on cherche d'abord le marché avant de se lancer dans la production. Les gens crient qu'il n'y a pas le marché, mais j'avoue qu'il y a le marché. Il y a de cela 1 semaine dans notre coopérative, d'ailleurs qui est AgriGreenhouse, nous avons trouvé un gros marché, un contrat, où on nous demande de fournir 500 tonnes de manioc par semaine. Par semaine? Oui, ouais. On n'a pas trouvé. On a crié partout au Bénin pour nous former, tout ça, on n'a pas trouvé. Et le contrat, c'est pendant 1 an. On n'a pas trouvé. C'était pas possible de planter et au bout d'1 an d'avoir déjà? Non, parce que le monsieur dit c'est sans rupture le contrat. Okay. Donc ça veut dire que chaque semaine, on doit être en mesure de fournir cette grande quantité. Et pour vous dire, un autre exemple très simple, il y a un monsieur, il a produit le manioc dans la même zone que nous. Il crie qu'il n'a pas le marché parce que c'était une variété. À court terme, ça a fait les 9 mois. À 1 an, il ne pouvait pas écouler. Alors que dans la même zone, nous avons produit 15 et 5 hectares, voilà. Et on a écoulé les 5 hectares. Mais pourquoi lui n'a pas pu écouler? Il n'a pas le marché. Ça veut dire qu'il ne sait pas comment chercher le marché. D'accord. Je crois qu'on va encore faire également un plateau dessus. Comment trouver le marché? Parce que ça pousse réellement, on a réellement le produit, mais comment faire en sorte que écouler le marché? Écouler, c'est le plus compliqué. Trouver le client pour acheter, libérer tout ce que vous avez comme récolte. Alors que chez nous, c'est l'aspect le plus facile. Ça, mais est-ce que, monsieur Yvedo Kapochichi, dites-nous, mais c'est bien possible de mettre en ligne et de vendre? Bien sûr. Si vous faites de la production et que vous êtes un producteur, que vous avez de la marchandise comme ça, vous pouvez mettre en ligne au niveau de votre site internet et pouvoir vendre votre production et pouvoir avoir, comme il le dit, le marché. Donc là, c'est carrément pas vendre directement, mais faire une annonce, un site internet d'annonce pour annoncer que vous êtes un producteur, vous avez la capacité de produire tel nombre de tonnes de manioc par an. D'accord, moi je ne serai pas par semaine. Là, c'est trop demandé. Mais est-ce que sur le même site, le site de e-commerce où je vends, je peux mettre à côté une annonce qui montre que je peux produire également, vous pouvez venir également. C'est aussi une manière de communiquer sur ce que j'ai comme produit. Exactement. Vous pouvez avoir des rubriques sur vous allez pouvoir communiquer par rapport à vos produits pour demander aux gens, ça, ce sont des produits où c'est sur commande. On ne peut pas vous livrer en même temps. Vous faites la commande de ça. Donc, j'ai des manioc et tout ça. Vous faites la commande de ça. Mais si vous vendez du gari et que je peux commander maintenant là et vous me livrez mon gari là, vous mettez ça dans la catégorie des produits qu'on peut commander directement et payer pour obtenir le gari. Voilà. Alors, monsieur Huikoton, ce sera tout pour la production de manioc. Comme ça, c'est bon, il y a nos 45 tonnes, on peut rentrer. Bon, ça reste maintenant l'aspect de comment réellement garantir, protéger ces 45 tonnes. Parce que c'est très important.
Vous êtes que ça dure, c'est 2 semaines. Hein, après les récoltes, c'est 2 semaines que peut durer le manioc. Oui, les tubercules. De conservation des tubercules. Donc l'idéal, c'est après le récolte, c'est de libérer en fonction du marché que vous avez. Dans le cas contraire, vous n'arrivez pas à libérer, c'est de transformer. Ouais, très rapidement. Comment sécuriser ces 45 tonnes? Voilà. La première des choses, c'est pratiquer des bonnes pratiques culturelles durables sur votre ferme. Les bonnes méthodes, les méthodes modernes de production. D'accord. Ouais. La sélection des bonnes variétés qui sont adaptées à votre zone de production. Il y a également la gestion des ravageurs. Il faut être là tout le temps, surveiller son champ et tout de suite quand il y a une maladie qui apparaît, il faut rapidement agir. Donc tous les jours, il faut aller en bas au champ? Oui, au minimum 3 fois par semaine. Au moins. Parce qu'on dit souvent, là où se trouve ta richesse, c'est là que tu dois réellement y te mettre parce que tu t'occupes. Merci. Tu peux même dormir là. Merci beaucoup. C'est comme un monsieur où il a produit. Mais avec les 45 tonnes, on peut avoir combien? Voilà. En termes de chiffres? En termes de chiffres, au moins 1 million. Et quand on enlève les à côté, les dépenses et autres. Les dépenses, voilà. C'est l'intérêt qui est 1 million, c'est ça? Le bénéfice qui est 1 million? Ça dépend de votre marché. Nous avons des marchés où on vend le kilo, on ne vend pas kilo. D'accord. Et il y a un marché où on ne vend pas tricycle. Et le kilo est à combien? Voilà. Il y a des marchés où le kilo est à 115 francs, 50 francs. Vous voyez? Par exemple, le marché dont on a trouvé tout à l'heure, où le monsieur disait 500 tonnes par semaine, le creux, c'est à 90 francs. Donc, si vous faites les 90 fois, les 45 000 tonnes, kilogrammes du moins, vous voyez ce que vous aurez? Et quoi? Je ne peux pas vous mentir, le manioc fait partie des meilleures cultures les plus rentables en agriculture. Je pense que les téléspectateurs ont compris. Je vais aller me chercher un champ. Ouais. Il faut se trouver une portion de terre. C'est très important. Surtout, je crois que ce qu'il faut faire, c'est d'aller vers les bonnes personnes pour acheter les boutures qu'il faut et surveiller sa plantation. Il faut avoir du temps. Le manioc, c'est bon, hein, il y a de l'argent dedans. Mais il faut avoir du temps également pour le manioc. Ah, oui. Je crois qu'on va clôturer ici la rubrique Ça pousse également. On va remercier Monsieur Iwi Coton Rodrigue, qui est un producteur et également un formateur agricole. Nous avons aussi eu sur ce plateau notre expert en e-commerce et ingénieur en informatique. Voilà, Kakotiti Yevedo. Merci beaucoup à vous deux, je vous raccompagne. Et c'est le moment pour nous, fidèles téléspectateurs, d'accueillir le débat par ici. Alors, le plateau du débat s'installe avec mes invités sur ce plateau. Et oui, fidèles téléspectateurs, on entend souvent dire que, des étrangers surtout, hein, on entend souvent des étrangers nous dire que le Bénin est un pays de solidarité et d'entraide. Pour preuve, quand vous avez un événement festif, on est tous là, on se soutient. On voit sur nos médias des artistes se soutenir quand d'autres sont en situation difficile. Mais concrètement, est-ce que l'entraide réside que dans les festivités? Est-ce que l'entraide va au-delà des festivités? Pour y répondre, sur ce plateau, j'ai mes invités qui vont nous parler un peu de l'entraide dans le domaine de l'entrepreneuriat. Oui. Sur ce plateau, on va plus s'accentuer sur un peu plus le monde musical, puis étendre nos questions sur la généralité. Eh oui, mes invités, c'est Claude Balogun. Bonjour, comment vous vous portez? Ça va? Vous êtes acteur culturel et également promoteur d'artistes. Oui, j'essaye. En face de vous, nous avons Eric Thompson, qui est un artiste chanteur. Oui. Comment vous vous portez? Comme vous voyez. D'accord, ça fait plaisir déjà de vous voir. Alors, chers invités, nous avons déjà Maman Castella Ayelo qui est déjà sur le plateau depuis et qui fait déjà le débat avec nous. Mais c'est le moment pour elle de rentrer réellement dans le débat. Merci. Alors, je commence par vous, Eric Thompson. D'après vous, l'entraide, est-ce que ça existe réellement entre artistes? Mais les artistes sont d'abord des hommes, des humains. Oui. Et en tant qu'humains, il y a l'entraide. Ce n'est pas parce qu'on est artiste qu'il ne faut pas être dans une dynamique d'entraide. Donc l'entraide existe partout. Et comment concrètement vous sentez cette entraide entre artistes? Tel que ça se vit dans toutes sortes de sociétés, toutes sortes de milieux. Ouais. En situation de joie, en situation difficile, en situation professionnelle, ça se vit.
L'entraide, c'est vie. C'est sans embâche. Voilà. Alors, Claude Balogun, vous également, je voudrais vous poser la même question. D'après vous, est-ce que dans le milieu artistique, est-ce que l'entraide existe? D'abord, merci beaucoup. D'abord, au Bénin, d'une manière générale, l'entraide est dans les mœurs. La preuve, comme vous l'avez dit dans votre introduction, on fait le ago partout, surtout au sud, mais même au nord. Quand vous voyez les gens autour des Dames Jeanne ou des calebasses de Dolo, c'est ça. C'est l'entraide qui fait que les gens arrivent lorsqu'il y a un décès, lorsqu'il y a un mariage, lorsqu'il y a un baptême et tout. Alors, maintenant, dans le milieu culturel, évidemment, la preuve en est que lorsqu'un artiste a une activité à faire, un projet à faire, si c'est un artiste, il n'investit pas dans tous les postes de dépenses forcément. Il trouve toujours des gens qui viennent le soutenir pour faire telle chose, pour passer un instrument par là, ou pour venir mettre l'éclairage ici, ou pour obtenir une salle gratuitement, ou pour obtenir du matériel pour faire de la captation gratuitement, alors qu'on aurait pu payer. Donc c'est l'entraide. On est prêt à accompagner un artiste à réussir sa sortie discographique, à réussir sa carrière. Absolument. Donc l'entraide à 10 000% présente dans notre secteur. Alors, je vais poser maintenant la question à la seule dame du débat parmi mes invités. Madame Aïlo, dites-nous, vous concrètement, est-ce que vous, en tant que femme, vous sentez réellement que dans le milieu artistique, est-ce qu'il y a réellement de l'entraide? Est-ce qu'on s'entraide réellement? Est-ce qu'on se donne réellement la main? Se donner la main, bon, tel que l'a dit mes prédécesseurs, ça existe, mais pour moi, j'ai un hic dans ce domaine-là. D'accord, dites-nous. L'hic, c'est que ça se fait, du moins, par affinité. C'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. Parce que, bien sûr, M. Claude Balogun, là, je sais qu'il fait beaucoup pour les artistes. Oui. Il a eu même à faire un projet 3 en 1, que j'ai beaucoup... 6 en 1, bon... Excuse-moi, que j'ai beaucoup apprécié, ça s'adressait surtout aux jeunes artistes. Monsieur Claude Balogun tend beaucoup la main aux artistes. Mais ça ne fait pas légion. Permettez-moi de le dire, moi je dis ce que je pense. Ça ne fait pas légion. Des gens comme Claude Balogun, ça n'existe pas. Si ça existait, moi je ne serais plus à ce niveau. Donc, alors pour vous, qu'est-ce qui empêche ces personnes de... Il y a un ego. Un ego qui fait partie dans tous les secteurs, pour tous les hommes, je vais dire, pour tous les secteurs d'activité. Il y a un ego où on veut seulement tout pour soi. D'accord. Et ça là, ça vraiment, ça casse tout. Le seul fait de vouloir tout pour soi, si ce n'est pas moi, ce ne serait pas l'autre. On veut réussir seul. On ne veut pas se tendre la main. Parce que si je lui tends la main maintenant, à moi, qu'est-ce que je vais devenir? Il y a ça, il ne faut pas qu'on se voie la face, il faut qu'on se dise la vérité. Je vais donner un exemple. Oui. Quelqu'un qui tend la main à un jeune artiste qui l'amène au-delà de notre pays pour aller prester. Et cette personne, arrivée là-bas, une fois que lui, il arrive là-bas, il ferme la vanne. Parce qu'il ne veut pas revenir au pays. Et il empêche l'autre de tendre la main à d'autres personnes. Oui. Et de la même manière, M. Claude Balogun peut le dire. Il y a des gens qui lui font de bas coups. Une fois qu'il les a aidés, ils se retournent contre lui. Il ne faut pas qu'on dise qu'il y a l'entraide, il y a l'entraide. Il y a l'entraide, bien sûr. Mais quand vous aidez quelqu'un qui se retourne contre vous, il ferme la vanne à d'autres. D'autres, vous ne pouvez plus accepter d'être la face des autres. Quand vous lui donnez la main, il vous mange la main. On ne peut pas manger la main qui vous donne à manger. Donc moi, je trouve qu'il ne faut pas dire que tout est rose, tout est rose. Non, il y a le côté obscur de cette entraide-là. Monsieur Balogun, vous avez été interpellé, dites-nous. Non, je n'ai pas été interpellé. Oui, elle a dit que vous en connaissez également. Oui, mais je voudrais qu'on resitue un peu le débat. Oui, allons-y. En fait, l'entraide ne peut jamais être générale, Dada. L'entraide ne peut pas être générale. Savoir donner, ça vient de ton sang.
Vous savez, vous comprenez? Oui. Ça ne peut pas être général. Tout le monde ne peut pas savoir donner. Oui. Maman a posé une série de problématiques qui n'ont pas de lien direct avec l'entraide. Oui. La problématique, c'est que nous faisons des coups bas. Ça, c'est vrai. On veut tout pour soi, mais ça ne rentre pas dans l'entraide. Oui, mais ce qu'elle dit, oui, c'est que il y a certains qu'on a aidés, des gens à qui vous avez tendu la main déjà, mais quand ils arrivent, ils ferment les opportunités à d'autres, ils empêchent d'autres de venir. Cela ne veut pas dire... Ils refusent d'aider les autres. Non, 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 cela ne veut pas dire que l'entraide n'existe pas au Bénin. Vous comprenez? L'entraide existe. Je n'ai pas dit que l'entraide n'existe pas, mais il y a des situations où vous ne voudrez pas aider, vous ne voudrez pas tendre la main. Oui, mais ça fait toujours partie du domaine d'entraide. Oui, c'est pas particulier. On ne peut pas exclure ça. Alors dites-nous déjà, M. Balogun, pourquoi en général le Béninois est sceptique à aider ou à vraiment accompagner son frère? Non, je voudrais dire une chose. Le Béninois n'est pas sceptique à aider. Mais le Béninois est plutôt sceptique à entreprendre avec l'autre. Oui. C'est-à-dire, deux Béninois qui veulent rester ensemble pour entreprendre, c'est difficile. Oui. Mais, dans ma famille, je préfère être le seul riche, en l'aidant. Mais si lui, de ma famille, doit travailler avec moi pour on gagne de l'argent ensemble, c'est là où le Béninois monte la face négative. Oui, mais dans le secteur toujours de l'entraide, de l'entrepreneuriat. Quand vous vous mettez ensemble, c'est parce que vous savez que vous avez des capacités. Si vous conjuguez ça ensemble, ça va vous amener loin. C'est de l'entraide. Non, c'est pas ça. Ça va amener de l'argent. Ça va amener de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez? Ok, d'accord. C'est pour que vous grandissez ensemble, non? Tout à fait. Parce que, M. Balogun, moi, je fais la différence entre l'entraide et la recherche d'intérêt, de gain. Nous nous mettons ensemble pour faire un spectacle, pour gagner de l'argent que nous allons nous partager. Dans ce registre-là, on va se dribbler. Voilà. Et le Béninois est comme ça, c'est pas maintenant. Béhanzin, on a connu ce qui s'est passé au temps de Béhanzin. On a connu ce qui s'est passé avec Tofa. On a connu, c'est-à-dire nous dribblons toujours. Alors, Monsieur Thompson, moi je voulais bien comprendre pourquoi dit-on toujours le Béninois est comme ça? Quand il s'agit de se mettre ensemble, où il y a un intérêt en jeu, il y a l'argent en jeu, pourquoi le Béninois, il faut dire, il va toujours dribbler? Pourquoi on doit toujours venir à ça? Je voudrais déjà prendre le contre-pied de ce que Ayelo a dit. Il ne faut pas perdre la société de cette manière. L'entraide existe dans notre milieu. Oui. Elle a plusieurs couleurs. Elle a plusieurs couleurs. Vous avez donné le cas de l'expérience de Balogun. C'est dommage qu'il soit sur le plateau. Il n'aurait pas été là que je parlerai encore mieux de son expérience. Pour dire que l'exemple de Balogun que vous avez donné, il y a des gens qui font exactement comme Balogun, mais qui n'ont pas les mêmes images, les mêmes visibilités. C'est tout le monde qui fait l'entraide. Mais l'entraide, c'était le fond sans accepter la communication que cela engendre. Lui, il ne s'y oppose pas. Parce qu'il est d'abord communicateur, lui. Oui. Parce que, en disant, parce qu'il aide des gens et que les gens lui font des coups bas, il a bien dit, quand je suis dans un business avec toi, le business a ses règles. A ses règles. Le business ne peut pas dire entraide. Non. Non, mais on se met ensemble. Non, s'il vous plaît. Pour aller dans... Quand on est dans l'entraide, je ne me mets pas ensemble avec toi. Quand on se met ensemble pour un concert, pour un spectacle, on s'entraide. C'est business. Non, on ne s'entraide pas. C'est business, mais il y a un côté, entraide. Pourquoi vous ensemble? C'est ça. Non, l'entraide, je n'ai pas coupé Thompson. Excuse-moi beaucoup, mais l'entraide, il y a un donneur et il y a un receveur. C'est clair, l'entraide, ça. Le rapport n'est pas le même. Moi, il y a un intérêt qui est en jeu. Non, en matière d'entraide, il n'y a pas d'intérêt. Je viens à toi, je te donne quelque chose sans rien attendre derrière. Tu peux faire ma publicité comme tu peux ne pas faire ma publicité. Mais lorsqu'on rentre en business, on dit on fait un spectacle et ça va donner, ces 4 millions, on va te partager.
Je donne un exemple, ton son va m'en excuser. Récemment, il y a 3 artistes intéressants qui ont fait un spectacle, j'ai vu ensemble. Je leur ai dit, si on se met ensemble, on va faire une tournée. Moi, je ne suis pas chanteur, mais j'ai l'ingénierie, j'ai le matériel, j'ai des véhicules, je vais vous prendre. Mais vous mettez votre salaire, tout ça là-dedans. Si on fait le ticket, ça donne, on va gagner. Partager. Mais lorsqu'on a fait la première, la deuxième réunion, ce qui est revenu, c'est que toi, tu es un producteur de spectacle. Oui. Produit, paie-nous. Oh, moi, je ne suis pas en mesure de faire ça. Vous comprenez? C'est parce qu'à un moment donné, l'intérêt est en jeu. L'intérêt risque de rentrer en jeu. Oui. Que chacun prend sa disposition. Non, je ne veux pas aller dans ça. Il vaut mieux qu'il nous paye, même si c'est petit, pour que le truc se fasse. Ça, là, ce n'est pas en trade. Mais là, le fait de leur proposer déjà, d'aller faire, ensemble, vous mettez à leur disposition. Ça, c'est business. C'est business. C'est pas en trade. Mais pourquoi alors avoir... Ce que vous mettez à leur disposition, ils vont payer. Oui. Non, ils vont payer. Non, mais pourquoi les... On va enlever les dépenses après. Non, mais c'est de l'entraide. Ce que je dis, ce dont il parle. Je ne comprends pas. Pour commencer, il a dit... Je m'excuse. Je connais le dossier. Ok, d'accord. Ça vous concerne. C'est du business. C'est du business. Et c'est comme ça que les artistes en question réagissent. C'est du business. Du business. D'accord. Vous voyez, maintenant, quand on parle d'entraide, on ne va pas se mettre à donner le contenu, disons, la définition de l'entraide. Vivons la terminologie entraide dans notre société. Mais pourquoi dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, dès qu'on veut entreprendre un projet ensemble? Oui. Parce que pour moi, le fait de vouloir faire un conseil et que tel apporte son expertise... C'est de l'entreprise. C'est de l'entreprise. On entreprend ensemble pour gagner. Oui. Pourquoi dans ce domaine, le Béninois est-il sceptique? Ça veut dire quoi? Les bases de cette entreprise ne sont pas bien définies. Ça se casse, c'est tout. Mais il y a des entreprises où les bases sont définies. On a chacun a son taux de pourcentage, mais finalement, ça ne réussit pas. Oui, si ça se casse, ça veut dire qu'il y a des données qui n'ont pas été prises en compte, des données sociologiques. Quelles données, par exemple? Mais vous donnez l'exemple de quelle initiative pour que je donne la donnée? Je ne pouvais pas donner d'entreprise. Voilà. Là, alors, je reviens pour dire ceci. La question que vous m'avez posée au début. Pourquoi le Béninois est comme ça? Le Béninois n'est pas comme ça. Vous avez beau vous habiller. Si je veux peindre votre habit en noir, je vais le peindre en noir. Vous voyez? Est-ce que nous arrivons à faire les choses en fonction de notre sociologie? Est-ce que nous posons les repères en tenant compte de notre sociologie pour avancer? Si je veux faire quelque chose avec toi, en te considérant de la manière dont tu réagis, en considérant la manière dont Aïlo réagit en toi, c'est que ça ne fonctionnera pas. Les Béninois ne restent pas ensemble, on dit. Encore, c'est des Béninois qui restent ensemble, qui conduisent des initiatives. Les Béninois n'aiment pas s'entraider ou les Béninois n'aiment pas céder. Or, c'est des Béninois qui aident des Béninois. Et j'en connais suffisamment dans notre show-là. Parfois, il y a la misère morale. Mentale et morale. La pression sociale. C'est ça. Vous voyez? Donc, j'estime que je ne voudrais pas ramener les échanges là à l'expérience de Balogun comme Aïlo. Aïlo. Ne me change pas de nom, s'il te plaît. Aïlo. C'est A-Y-I-L-O. Bon. Castella. Oui, ça c'est mieux. Castella dit, mais j'estime que l'échange, le débat pour lequel vous m'avez invité, à savoir, est-ce que l'entraide existe dans notre secteur? Je confirme à 1000% que l'entraide existe et que nous avons plutôt des difficultés, non seulement à nous mettre ensemble pour entreprendre. Voilà. Et la plupart de ceux avec qui on veut rester ensemble pour entreprendre n'ont pas les qualités, la qualité ou le prisme d'un entrepreneur. Parce que c'est là aussi l'erreur qu'on commet parfois. Mais est-ce qu'il faut, pour trouver la solution, par exemple dans le monde culturel, est-ce qu'il ne faut pas former ces personnes, former à l'entrepreneuriat dans le secteur musical? Est-ce qu'il faut faire une formation pour leur montrer que c'est ensemble qu'on pourra réellement réussir? Je crois plutôt qu'il faut former des entrepreneurs et laisser les artistes créer. Mais puisque les artistes veulent à eux tout seuls tout faire.
Non, il faut organiser, il faut donner au secteur de se compartimenter. Écoutez, il faut donner au secteur de se compartimenter et que chacun reste dans le couloir. C'est pas parce que les artistes veulent tout faire qu'il faut les laisser faire. Il faut apporter la solution à ce qui les motive à vouloir tout faire. C'est ça. On dit dans ce pays, les artistes et les promoteurs, comment on dit, les managers n'aiment plus les artistes. Or, c'est des managers qui managent des artistes béninois et qui réussissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que, quand l'artiste n'a pas la solution de management par rapport à sa carrière, qu'est-ce qu'il fait? La nature aurait dit vite. Il se manage lui-même. C'est ça. Est-ce que c'est bien? Non. Bien ou pas bien, c'est pas là le problème. Là, je vais vous donner un petit exemple. Mais le vide se fait toujours ressentir sur la carrière de. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est sûr. Paix à son âme, celui dont je vais parler, il avait créé Hash Dispatch et Richard Quenon. Vous le connaissez. Quand je suis rentré de la Chine en 2003, je suis allé travailler dans le studio de André Quenon. Il a écouté l'œuvre. Il dit, Richard, veux-tu me distribuer, manager sur cette œuvre-là? Il a dit quelque chose qui va vous allez sourire. Il dit, Thompson, faut tout nous dire. Il dit, tu connais trop le domaine. Tu ne peux pas te manager. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le manager veut composer avec un artiste qui lui permet d'avoir une marge de rentabiliser son entreprise. Or, parfois, les artistes, les collègues artistes ne veulent pas laisser cette marge au manager ou bien au producteur pour pouvoir faire conduire son entreprise. C'est ça l'exemple qu'il a répété en disant, j'ai vu des artistes avec qui je voudrais qu'on conduise un processus. Et ils m'ont dit, toi tu es le producteur, produis-nous et paye-nous. C'est tout le processus. Très vite, et donc nous avons des compartiments. Dans notre domaine, il y a plusieurs compartiments. Et comme il le disait tout à l'heure, chacun n'a qu'à rester dans son compartiment, son couloir, et ça ira. Mais je réitère encore que je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'entraide au Bénin. Allah, ne me mettez pas en il n'y a pas. Donc, je dis les difficultés qu'il y a dans ces entraides-là, c'est ça que j'ai essayé de peindre, d'énumérer. Donc, chacun n'a qu'à rester dans son couloir, comme je le dis. Il n'y a pas de mécène, il y a beaucoup de choses qui nous manquent ici. Et que l'artiste se consacre seulement à sa création. Moi, si je trouve un milieu comme ça, je roule les mains, je vais participer. Parce que je saurais que je ne vais que penser à ma création. Et c'est ça qui existe dans les autres pays, les pays européens. C'est ça qui se passe. Et ça vient ici déjà. C'est ça qui se passe. L'artiste ne doit pas penser à ce qu'il doit manger demain, à ce qu'il il sait que son contrat est garanti, il travaille correctement, il a son gagne-pain. Merci beaucoup, Madame Castella Hilo. Claude Balogun, des conseils pour la jeune génération qui souhaite entreprendre dans le secteur musical et qui ne veut pas se faire manger dessus. Non, comme l'a soufflé le grand frère Thompson, très rapidement, les choses viennent. Parce que nous avons un problème de structuration et d'organisation du secteur. Mais la structuration et l'organisation relèvent un peu du domaine de l'État, en disons à 75%, et du domaine des créateurs à 25%. Ce qui doit se passer au niveau de l'État, l'État le fait déjà. Et les créateurs commencent déjà à comprendre. La preuve, un appel est lancé maintenant, et en cours, et beaucoup d'artistes se sont levés pour dire qu'ils n'ont pas l'habitude de remplir les dossiers en ligne. Mais ils sont tous en train de courir pour le faire maintenant. Donc une formation se fait. Et nous sommes en train de nous structurer. Le CNOA existe désormais, qui est le tampon entre l'État et nous les créateurs. Et on doit pouvoir mettre tout ça là en place. Dès que tout cela va être mis en place, on comprendra que Claude Balogun n'aurait pas demandé aux artistes de venir. Merci beaucoup Claude Balogun, fidèles téléspectateurs. C'est bien fini pour le rendez-vous de midi de ce jour. Et oui, on reviendra sur ces sujets dans d'autres débats et puis pour avoir plus de temps. Ce sera tout pour le rendez-vous de midi de ce lundi. Portez-vous bien, bon appétit, bye bye.